Michel Onfray, La tristesse invisible du philosophe indocile Michel Onfray. Philosophe iconoclaste, penseur libre, écrivain prolifique. Son nom évoque immédiatement l'image d'un esprit en feu, d'un homme qui ne craint ni les polémiques, ni les remises en question fondamentales de la histoire fondamentale de la société. On le connaît pour ses idées tranchées, ses critiques virulentes du système académique, de la religion, de la psychanalyse. Mais derrière cette armure intellectuelle, derrière les colonnes de livres et les conférences enflammées, se cache une douleur plus intime, plus sourde, une tristesse profonde que peu perçoivent vraiment. La grande blessure de Michel Onfray ne vient ni d'un rejet universitaire, ni des affrontements d'idées qu'il provoque ou subit. Elle naît dans les recoins sombres de son histoire personnelle, là où les mots ne suffisent plus à panser les plaies, car avant d'être un homme de pensée, Onfray est un homme de mémoire. Et sa mémoire, elle, est habitée par l'abandon, le silence, la perte. Né en 1959 dans une famille modeste de la campagne normande, il grandit loin des bibliothèques et des débats philosophiques. Son père, ouvrier agricole, et sa mère, femme de ménage, ne peuvent lui offrir ni confort ni tendresse. À 10 ans, il est envoyé dans un pensionnat catholique, un endroit où, selon ses propres mots, il découvre l'enfer déguisé en salut. Là-bas, les mots charité et foi deviennent synonymes d'hypocrisie, et l'enfant qu'il est commence à comprendre que la souffrance n'épargne personne, surtout pas les innocents. Mais la blessure la plus profonde, celle qui façonnera toute son œuvre et sa trajectoire d'homme, c'est la perte. Celle d'abord de son père. Un homme silencieux, usé par le travail, qu'il admirait sans jamais vraiment le lui dire. Quand ce pilier s'effondre, Onfray écrit dans Cosmos des lignes déchirantes, presque murmurées: « La mort de mon père a été le début du vertige. » Ce n'est pas simplement un deuil, c'est une fracture. Une partie de lui s'éteint avec cet homme simple qu'il n'a pas eu le temps d'honorer à sa juste valeur. Mais le destin, parfois cruel, ne s'arrête pas là, car plus tard c'est sa compagne, sa femme, son amour, qui disparaît à son tour. Elle qui l'a accompagné dans les méandres de la vie, dans les joies discrètes comme dans les orages philosophiques. Avec elle, c'était la tendresse après les livres, le regard aimant après les combats intellectuels. Et quand elle s'en va, ce n'est pas seulement un vide qui s'installe, c'est un effondrement. Onfray l'écrit sans détour. Quand on aime vraiment, la mort de l'autre n'est pas une absence, c'est une destruction. Ce n'est plus seulement la perte d'un être aimé, c'est la perte du sens. Il l'avoue dans de rares interviews. Après la mort de sa femme, l'idée même d'aimer, de se projeter, de construire, lui semble absurde. La philosophie, jadis refuge, devient parfois prison. Les mots s'empilent, mais ne comblent rien. Le silence de l'absente résonne plus fort que n'importe quel concept. Et pourtant, il continue. Il écrit, il pense, il parle, non pas parce qu'il a guéri, mais parce que la douleur, il l'a apprivoisée, il l'a transformée en moteur, en braise pour alimenter la lucidité. Chaque livre qu'il publie est une tentative, non pas de cicatriser, mais de comprendre, de donner une forme à ce chaos intérieur, de dire l'indicible. Michel Onfray n'est pas un homme apaisé, il est un homme debout malgré les tempêtes, un homme dont la plus grande force est peut-être d'avoir accepté que la tristesse ne s'efface jamais tout à fait, mais qu'elle peut devenir œuvre, partage, lumière pour les autres. Michel Onfray a été brisé, par la douleur, par l'amour, par les absences irréparables. Ce philosophe que beaucoup admirent pour son esprit libre et ses réflexions fulgurantes était aussi, au fond, un homme fragile. Un homme que l'on n'aimait pas facilement, non parce qu'il manquait d'amour, mais parce qu'il aimait trop fort, trop vrai. Il doutait de tout, des dogmes, des institutions, des certitudes, et pourtant, lorsqu'il aimait, il ne doutait plus. Il se donnait entièrement. La femme qu'il avait choisie n'était pas une beauté de magazine.
ni une muse capricieuse échappée d'un roman romantique. C'était une femme cultivée, douce, réfléchie, capable de converser des heures sur Nietzsche, Spinoza ou la mélancolie d'un tableau de Vermeer. Ensemble, ils menaient une existence discrète, loin des projecteurs et des mondanités. Leur amour vivait dans les silences partagés, dans les livres lus à deux, dans les regards qui n'avaient plus besoin de mots. Mais le destin est cruel. Une maladie impitoyable l'a lentement arraché à lui. Et ce n'est pas la mort, brutale et soudaine, qui l'a le plus anéanti. C'est la lente agonie, la perte progressive de celle qu'il aimait, jour après jour, sans qu'il puisse rien faire. Il l'a regardé s'éteindre, impuissant, et ce supplice, il l'a comparé au seul argument qui aurait pu, un jour, lui faire croire en Dieu. Une telle douleur ne peut venir que d'un être omnipotent, mais cruel. Après elle, il n'était plus le même homme. Il n'écrivait plus avec la même verve. Il ne débattait plus avec la même intensité. Les conférences sont devenues tournées rares, les livres plus amers. Ses proches disent qu'il a vieilli de 20 ans en 2. Il n'a jamais refait sa vie, n'a jamais évoqué un nouvel amour, parce qu'à ses yeux, le vrai amour est unique, et qu'on ne remplace pas l'irremplaçable. Onfray fait partie de ces hommes nés pour voir la vérité nue, la décortiquer, l'exposer. Mais cette lucidité est une malédiction, car plus on comprend le monde, plus il devient difficile d'y vivre. Son parcours est celui d'un solitaire, d'un combattant sans armée, d'un esprit qui avance à contre-courant, non par posture, mais par nécessité vitale. Sa première tragédie n'est pas venue de l'âge adulte, mais de l'enfance. Né dans une famille ouvrière de Normandie, il n'a jamais connu l'insouciance. Ses parents, gens honnêtes, travaillaient sans relâche, mais ne pouvaient lui offrir ni confort, ni tendresse. À 10 ans, il est envoyé dans un internat catholique. Là-bas, l'amour devient une denrée rare, l'enfance un champ de bataille. Il y subit la rigueur, parfois la violence. Ce lieu, censé former des hommes, l'a plutôt brisé. C'est dans ce pensionnat qu'il découvre non pas la foi, mais l'hypocrisie de ceux qui la prêchent, ces adultes qui parlaient de charité tout en infligeant la peur. Cette expérience a planté en lui une révolte viscérale. Il n'a jamais pardonné à ces systèmes de domination, ni à l'Église, ni à l'État, ni aux institutions universitaires qui plus tard, tenteront de le marginaliser pour son indépendance d'esprit. Cette enfance blessée fut le socle de toute sa pensée, car c'est dans l'injustice qu'il a découvert la philosophie. Dans le silence des réfectoires, il a appris à penser. Dans la douleur, à résister. Dans l'abandon, à écrire. Mais Michel Onfray s'en moquait. Ou du moins c'est ce qu'il voulait faire croire. Car derrière cette façade d'homme insoumis, de penseur libre, se cachait une douleur bien plus profonde, celle d'être exclu, marginalisé par l'élite intellectuelle de son propre pays. Non pas pour un manque de talent, car nul ne pouvait contester l'érudition ou la puissance de sa pensée, mais parce qu'il refusait les codes, les dogmes, les révérences. Il osait critiquer Freud, Nietzsche, Marx, Foucault. Il dérangeait. Il refusait les salons parisiens, les alliances universitaires, les logiques de pouvoir masquées sous l'étiquette du savoir. Onfray n'était pas fait pour les tribunes consensuelles. Il voulait créer un autre espace, une autre manière de philosopher, ancrée dans la vie réelle, dans les douleurs concrètes, dans les souvenirs des champs labourés avec son père, dans la souffrance muette d'avoir vu mourir sa femme à petit feu. Il fonda l'Université populaire de Caen, non pour rivaliser avec la Sorbonne, mais pour offrir un autre souffle à ceux que la pensée institutionnelle avait oubliés. Mais cette liberté a un prix. L'ostracisme fut violent. Ses livres furent ignorés par les circuits académiques, ses travaux rarement cités dans les revues spécialisées. Pire encore, on le caricatura, on le résuma à un polémiste,
Un penseur de l'extrême, ce rejet lui laissa une cicatrice invisible, car même les hommes libres aspirent au fond à une forme de reconnaissance, et Michel Onfray, malgré sa posture d'indépendant, n'était pas insensible au mépris qu'on lui infligeait. Il est des silences plus bruyants que des cris. Dans les années qui suivirent la mort de son épouse, son écriture devint plus sombre, ses ouvrages plus introspectifs. L'homme qui autrefois hurlait contre les dogmes de l'intelligentsia semblait désormais murmurer ses blessures à travers les lignes. Il continuait d'écrire, certes, mais c'était moins pour convaincre que pour survivre, car comment continue-t-on à vivre quand on a tout perdu, son père, sa compagne, ses illusions sur le monde universitaire? Comment se regarde-t-on dans le miroir quand on sait qu'aucun diplôme, aucune distinction, aucune publication ne viendra effacer l'image d'un petit garçon de 10 ans, enfermé dans un pensionnat religieux, battu, humilié, oublié? Michel Onfray est l'un des rares penseurs qui osent beaucoup parler de tout cela. Il écrit avec ses cicatrices, philosophe avec ses fantômes. Il est cet homme qui, au lieu de fuir la douleur, l'accueille dans ses livres. Il est ce survivant qui refuse le mensonge d'un bonheur artificiel pour embrasser la vérité nue, même lorsqu'elle fait mal. À plus de 60 ans, il continue de publier, de parler, de déranger. Mais ceux qui l'observent de près savent que l'homme derrière les idées est marqué à jamais, qu'il y a dans son regard quelque chose de brisé, qu'il ne cherche plus la lumière mais l'apaisement. Peut-être est-ce là le vrai sens de sa philosophie, non pas imposer une vérité mais apprendre à vivre avec ses tragédies, à marcher aux côtés de ses morts, à penser malgré le chagrin. Michel Onfray a vu l'amour de sa vie lui être arraché, non pas d'un coup brutal, mais à petit feu, comme une bougie qui se consume lentement, laissant derrière elle l'odeur persistante de l'absence. Il la regardait dépérir jour après jour, impuissant, enfermé dans un silence qu'aucune parole ne pouvait briser. Elle, si vive, si pleine de verbe et d'intelligence, devenait peu à peu une silhouette floue, une présence qui s'effaçait, et lui, le philosophe, l'homme des concepts et des raisonnements implacables, ne pouvait rien faire. Rien. Le moment où elle a fermé les yeux pour la dernière fois n'a pas été le plus douloureux. Le plus dur fut cette longue agonie, cette attente déchirante, cette certitude que chaque sourire pouvait être le dernier. Michel Onfray n'a jamais crié sa douleur, mais elle était là, dans chaque ligne plus sombre de ses livres, dans chaque regard devenu plus fixe, dans chaque phrase où l'ironie céda la place à la mélancolie. Il ne s'est jamais remarié. Il ne l'a jamais remplacée. Il ne l'a jamais oubliée. Pour lui, l'amour véritable n'arrive qu'une seule fois, et quand il s'en va, il ne laisse que le vide. Il n'a pas cherché à se reconstruire. Il a continué à écrire, à enseigner, à parler, mais quelque chose en lui s'était définitivement éteint. Peut-être que le plus grand paradoxe de Michel Onfray est là. Toute sa vie, il a cherché la vérité. Il a pourfendu les illusions, les dogmes, les discours, tout fait. Mais au bout de cette quête, il n'a trouvé qu'un abîme, une solitude glacée. Et dans ces nuits d'insomnie, alors que les pages blanches s'accumulent sur le bureau, alors que les souvenirs de sa femme le traversent comme des spectres bienveillants, une question revient toujours. Était-ce que cela en valait la peine ? Était-ce nécessaire de tant lutter, de tout sacrifier pour la vérité ? De briser chaque illusion au prix du bonheur ? D'être seul, toujours plus seul, au sommet d'une pensée qui ne console pas ? Michel Onfray a toujours refusé les honneurs. Il se moque des médailles, des fauteuils d'académie, des plateaux télé qui encensent sans comprendre. Ce qu'il voulait, c'était éveiller les consciences. Mais au fond de lui, dans le silence de ses douleurs les plus intimes, il sait qu'aucune vérité, aussi puissante soit-elle, ne guérit la perte d'un père ou d'une femme aimée. Et pourtant, il continue, parce qu'il ne sait pas faire autrement, parce qu'il a été façonné dans la douleur, dans l'injustice, dans l'exclusion.
parce qu'il était né pour se battre. Mais ce combat, il le mène désormais non plus pour changer le monde, mais pour survivre à ses propres blessures. Il est là, Michel Onfray. À l'aube de sa vieillesse, avec ses rides profondes, ses yeux fatigués mais lucides, ses mots aiguisés comme des lames, et son cœur meurtri. Il n'est pas l'homme qu'on croit. Il est bien plus que le polémiste provocateur, il est un homme seul, debout face au néant, qui a tout perdu sauf sa parole. Et cette parole, même tremblante, même douloureuse, il continue de l'offrir, non pour convaincre, mais pour ne pas sombrer. Souhaitez-vous que je développe la fin de son parcours, sa vision de la mort, son rôle dans la société actuelle, ou encore ses derniers ouvrages et ce qu'ils révèlent de lui? Jour après jour, Michel Onfray a vu la femme qu'il aimait s'effacer lentement, comme un feu qui meurt sans bruit, et lui, impuissant, restait là, à contempler l'inéluctable. Aucune philosophie, aussi brillante soit-elle, ne peut apaiser l'âme d'un homme qui regarde l'amour de sa vie glisser doucement vers la mort. Aucun système de pensée, aucun raisonnement ne suffit à calmer cette douleur atroce, celle de tenir une main pour la dernière fois, en sachant que c'est la dernière. Onfray, chantre de l'hédonisme, croyait autrefois à la joie de vivre, au plaisir simple comme rempart contre l'absurdité. Mais ce jour-là, tous les plaisirs du monde se sont évaporés. Plus de goût pour le vin, la mer, les livres ou les joutes verbales. Il avait perdu la seule personne qui donnait un sens à ses mots, à ses luttes, à ses convictions. Il était seul, orphelin d'un amour unique. Depuis cette disparition, il n'a jamais songé à se remarier. Il n'a jamais laissé une autre présence occuper la place sacrée que cette femme avait gravée dans son cœur. Il a poursuivi ses écrits, ses conférences, ses cours, mais même ses lecteurs les plus fidèles l'ont remarqué. Quelque chose en lui s'était brisé. Fini l'enthousiasme du débatteur enflammé. Fini le feu sacré du penseur qui bousculait l'ordre établi. Restait une forme de silence, de lassitude, que même l'encre ne parvenait plus à dissimuler. Mais la tragédie de Michel Onfray ne s'arrête pas à ses pertes personnelles. Elle se prolonge dans sa relation tourmentée avec le monde intellectuel. Philosophe autodidacte, issu d'un milieu modeste, Onfray n'a jamais été coopté par l'institution universitaire. Il n'était pas de ceux que les salons parisiens accueillent les bras ouverts, trop libres, trop critiques, trop indomptables. Il dénonçait les idoles, remettait en cause les figures sacrées de la philosophie. Et cela, l'Académie ne le lui a jamais pardonné. Il n'était pas convenable. Il ne suivait pas les codes. Il écrivait pour le peuple et non pour les élites. Il publiait des livres qui se vendaient à des milliers d'exemplaires, mais que peu d'intellectuels osaient en citer. On l'appelait démagogue, populiste, simplificateur. On le méprisait à voix basse, tout en redoutant son influence. Et pourtant, Michel Onfray n'a jamais couru après les récompenses, les honneurs ou les fauteuils académiques. Il ne rêvait ni d'invitation dans les salons feutrés du pouvoir, ni de médailles accrochées au revers de sa veste. Ce qu'il voulait et ce qu'il continue de vouloir, c'est une chose aussi simple que radicale, la liberté de penser et de dire. Dire ce qu'il pense, comme il le pense, sans muselière, sans compromis, même si cela devait lui coûter cher. Et il en a payé le prix. L'ostracisme intellectuel, les critiques féroces, les moqueries des élites parisiennes, l'exclusion des cénacles confortables, rien de tout cela ne l'a fait reculer. Il a accepté le bannissement avec une forme de dignité silencieuse, préférant l'isolement à la trahison de ses idées. Mais parfois, tard le soir, dans le silence de son bureau, encombré de livres et de souvenirs, une question s'invite, tenace, presque douloureuse. Est-ce que cela en valait la peine ? Il ne la pose pas à haute voix. Il la murmure peut-être, intérieurement, avec cette mélancolie propre à ceux qui ont beaucoup donné, mais peu reçu en retour sur le plan intime. Car si la vérité est claire, elle brûle aussi. Et la vérité nue, crue, sans concession,
celle que Michel Onfray défend depuis toujours, n'offre aucun abri contre le froid de la solitude. Il a sacrifié beaucoup, la paix, l'amour, la sérénité. Non pas qu'il ait fui ces choses, mais elles se sont éloignées, une à une, face à l'exigence absolue qu'il s'impose. Ne jamais céder, ne jamais jouer le jeu, ne jamais courber l'échine devant les puissants ou les bien-pensants. Ce choix de vie, il l'a fait très jeune, en toute conscience, et il l'a assumé. Mais parfois, dans la pénombre d'un soir d'hiver, la mémoire lui joue des tours. Un visage aimé, une main disparue, un regard qui n'est plus. Et c'est là que le doute s'installe. Michel Onfray est célèbre, oui. Il vend des milliers de livres, ses conférences sont suivies par un large public, ses interventions suscitent nos passions, débats, parfois même fureur. Mais la célébrité est une peau de chagrin. Elle ne répare rien, elle n'adoucit pas les blessures profondes. Derrière l'intellectuel combattant, derrière le polémiste redouté, il y a un homme, simplement. Un homme fatigué parfois, écorché souvent, mais fidèle toujours. Michel Onfray demeure fidèle à lui-même, résistant aux tentations et aux récupérations politiques. Son écriture exprime le deuil et le manque, transcendant les dogmes. Malgré la fatigue, il continue à penser, refusant l'absurde, trouvant sa force dans la liberté.